Bonjour et bienvenue à tous pour ce 10e épisode du podcast du jardin. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Nicolas qui était déjà là lors de notre premier épisode, lors de l'inauguration de ce podcast. Est-ce que tu veux te représenter? Ouais, bah, salut Alexis, salut Tina. Bah, merci de me réinviter pour cette 10e session du podcast. Ben voilà, moi je suis Nicolas Fischer, je suis associé dans le groupe Adipso, je suis référent d'une équipe de production. Et ben, je pense que je suis invité aujourd'hui pour discuter d'écologie et de numérique responsable, dont je m'occupe aussi avec Alexis, notamment chez Adipso. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, sujet du moment depuis quelques années maintenant, et sujet assez intéressant, surtout au niveau de, bah, comme dit, du fait qu'on travaille dans le numérique, dans l'internet, et que, ben, pour savoir s'il y a des choses qui peuvent être mises en place, s'il y a des choses qu'on fait déjà, ou pas. Donc déjà, je vous propose de commencer par une question simple. Est-ce que, vous faites des actions qui, peuvent être vues comme écologiques dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que c'est votre rapport à l'écologie, en général? Nico, tu vas y aller? Oui, je peux démarrer. Euh, Sujet du moment, oui, oui, clairement. Alors, le sujet du moment depuis beaucoup d'années. Heu, j'ai un rapport à l'écologie, dans le sens où, je suis persuadé que c'est, évidemment, le sujet essentiel, depuis plusieurs années. Hem, Maintenant, je ne fais évidemment pas assez, pour que, on puisse, on va dire, sauver la planète et sauver l'humanité. Oui. Mais en tout cas, j'essaye, par des actions, des petites actions de contribuer en fait à être moins impactant pour la planète et à moins polluer. Donc voilà, donc ça se traduit par, essayer de prendre, le minimum, l'avion. Voilà, donc ça m'arrange parce que de toute façon j'ai peur de l'avion, donc je fais d'une pierre deux coups, hein. Voilà, donc c'est revoir un petit peu, on va dire, le type de vacances, que je fais, essayer de plutôt visiter, des endroits qui sont proches, de chez moi plutôt que de partir, à l'autre bout du monde, même si je suis déjà parti à l'autre bout du monde évidemment, mais en tout cas, plus les années avancent et plus, j'essaye d'éviter de faire ça. Voilà, après ça va être d'autres, gestes, sur, la manière dont j'achète des choses, notamment des habits, par exemple. Je vais me contenter d'habits qui ont quelques années et qui sont encore très bien, plutôt que de tous les ans renouveler ma garde-robe. Voilà, donc j'essaye d'acheter des choses qui ont moins d'emballage, par exemple. Voilà, quand on va au supermarché, par exemple, ben, on revient, on a 3 tonnes d'emballage. Ça paraît totalement aberrant, mais voilà, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Donc, essayer de faire en sorte d'être, acheter des choses qui sont moins emballées. Voilà un petit peu ce qui me vient en tête, là. Voilà, je prends le train pour venir au bureau. Hem Voilà, s'il y a autre chose qui me vient, je le rajouterai, mais je vous laisse la main. Mais c'est déjà pas mal, franchement. Alexis, à ton tour. Ouais, alors moi je dirais que ça a un peu commencé il y a 3 4 ans, on va dire, à peu près, que je me suis commençais vraiment à m'intéresser à l'écologie et à m'y mettre, on va dire. Bon, comme toi Nico, je fais, on va dire plus de la sobriété dans les achats qu'on peut faire, tous les jours, que ce soit pour les habits, les meubles ou même, tout autre objet de la maison, où j'essaye de partir du principe que, cet objet va durer longtemps, que je vais pas en acheter un je vais pas acheter un aspirateur tous les ans, par exemple. Après je fais des petites actions, on va dire, par exemple, je fais ma propre lessive, du coup, ça permet aussi de faire des économies parce que du coup, c'est beaucoup moins cher à faire. J'ai des petits trucs comme, je n'ai pas d'essuie-tout, mais des essuie-tout lavables, et du coup, bah, comme ça, je ne jette pas du sopalin, toutes les 2 secondes, dès que j'ai quelque chose à nettoyer ou des choses comme ça. Je n'ai pas de voiture, du coup ça évite, ce problème-là, et j'essaye aussi, d'adapter mon mode de transport en fonction de là où je dois aller. Oui, parfois faire des efforts de prendre le train au lieu de l'avion à certains moments, même si on peut rediscuter de la différence de prix qu'il y a et le temps des fois. Mais, j'essaie de faire au maximum en tout cas.
Heu, Après pour ça, j'ai un peu de chance d'être au centre-ville de Stras, et d'avoir comment dire? Des trains pour aller à peu près là où je veux. C'est beaucoup plus simple et sinon après c'est plus, ouais, faire attention quand j'achète des choses, comme, comme tu disais aussi les emballages, d'essayer de prendre en vrac au maximum, ce qu'on peut, d'aller avec ses petits bocaux, au Naturalia pour aller prendre, des trucs en vrac. Alors c'est peut-être pas très écologique aussi, enfin je sais pas si on peut dire ça écologique, mais je réutilise aussi pas mal de bocaux en verre par exemple. Mon pot à brosse à dents est un vieux pot à confiture, en verre, ça évite d'acheter plein de trucs à droite à gauche et voilà à peu près et j'essaye aussi comme dans la sobriété, de pas trop consommer d'électricité. Alors j'ai pas de gaz chez moi donc ça m'en consomme pas, mais d'être sobre dans ma consommation finalement. Et du coup toi Tina? Alors moi, je prends l'avion. Je suis clairement pas un exemple là-dessus, je suis désolée. Ouais, ça, c'est vraiment l'élément, le moins écologique, je pense que je peux faire. Je prenais énormément la voiture aussi à l'époque. Là, j'ai pu réduire. Je me suis remise au train, qui est vraiment pas mal et au bus aussi pour, les longs trajets. Sinon, chez nous, on a un système de tri, super précis dans le village où j'habite, où on a, compost, déchets, recyclables, carton, verre et cetera. Donc ça, je m'y suis mis aussi à fond. J'utilise des cotons démaquillants réutilisables aussi et je commande beaucoup moins de fast fashion, chose que je faisais énormément à l'époque et je pense que beaucoup de personnes, fait encore aujourd'hui et ouais, la plupart en fait, là, j'essaye d'acheter la plupart des choses d'occasion, donc chez Emmaüs, sur Vinted, sur des groupes Facebook, d'étudiants, les Oui, les prix ex voilà, exactement et au final, je me rends compte que déjà, ben, de un c'est moins cher, de 2 il y a plus de choix et de 3 c'est plus écologique. Donc franchement, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps, on pouvait acheter des livres sur Vinted. Si jamais je trouve ça super. tu peux acheter une Kindle et comme ça tu ne gaspilles pas de papier. Ouais, mais je suis quelqu'un de matérialiste, tu sais? J'aime la sensation d'avoir un bon bouquin et de pouvoir le lire. C'est une bonne transition parce que le coût de fabrication d'un Kindle, Voilà, Ça mais dép on va en parler, je Ça dépend pense. combien de livres tu lis, par an et après si tu achètes un livre, heu, matériel on va dire et après que tu le revends ou tu le redonnes, peut-être que, là aussi tu peux, faire une action écologique on va dire. Mais, il y a toujours un pour et un contre et il faut peser à chaque fois quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je pense que le moins écologique que je puisse faire, c'est le transport. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Comme dit, avec la hausse des prix, la facilité de prendre l'avion, enfin, en 1h30, on peut être à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Donc franchement, Ouais, et pour, revenir sur ce que disait Alexis, les prix pratiqués par le train et par l'avion n'incitent vraiment pas ouais, à prendre le train. Enfin là, c'est un peu un coup de gueule. Et parfois les temps enfin même si le temps de trajet des fois c'est pas si gênant que ça, à des moments ça peut être, gênant quand tu veux vraiment te déplacer rapidement à un autre endroit, et pas perdre, 7 heures dans un train alors qu'en 1 heure et demie en avion tu y es quoi. Ouais, complètement. Comme dit, moi j'ai une expérience personnelle pour les déplacements à Londres. Le billet de train, c'est minimum, 230 €, et ça va jusqu'à 350 €. Là où l'avion, tu peux l'avoir à moins de 50 €. ouais. Donc, s'il y avait une petite différence, je pense qu'il y aurait pas de problème pour les gens de faire un choix écologique. Mais là, le choix financier qui est aussi important pour nous tous, hein, et pour la plupart des gens, bah, forcément, tu vas prendre l'avion parce que ça coûte 5 fois moins cher. Donc voilà, je pense que, là, il y a une vraie responsabilité aussi des politiques à dire, bah, si on veut vraiment, encourager les gens à prendre le train, bah, on fait aussi un effort en disant, bah, on rend le train beaucoup plus accessible à tout le monde. Et encore parce qu'on a de la chance qu'en France, il y a quand même le train soit assez développé. Alors certes, il est cher, on va dire, mais il y a beaucoup de pays où, bon, tu as 3-4 lignes et après, si tu habites un peu en dehors des grandes villes, tu pas très bien desservi. Alors que là, avec, tout ce qui est TER et cetera, Ah oui. surtout en Alsace, on a quand même pas mal de choix et de possibilités. Et mais justement par rapport à ça, bah, du coup, là, l'aspect économique était pas en faveur de l'écologie. Clairement. Mais, est-ce qu'il y a certaines mesures que vous avez prises, on va dire, la raison n'était pas l'écologie de base? Parce que
par exemple, moi, je n'ai pas de voiture puisque je l'ai je l'ai explosé dans une glissière et que je n'en ai pas racheté et que j'ai essayé de commencer à vivre sans voiture et ça s'est bien passé et du coup, maintenant, j'en ai racheté et ça se passe très bien. Ou par exemple, faire sa lessive, c'était, plus une raison économique aussi comme ça, que j'économise pas mal d'argent, juste parce que, avec tout le sport que je fais beaucoup de lessive du coup et bon ça me revient 2 à 3 fois moins cher, de faire, le litre de lessive, que celui acheté dans le commerce qui ne change pas grand chose parce que, globalement, c'est du savon. Ouais. Non, moi, je dirais à première vue, c'est au niveau de l'électricité. Essayer de consommer le moins de possible. Moi, je suis au gaz chez moi, donc donc voilà. J'essaye de consommer le moins possible. J'essaye de débrancher, toutes les prises, dès que je les utilise pas, en fait. Mais je dirais c'est à ce niveau-là. Non, sinon au niveau, économique, c'est, bah, je dirais plutôt prendre le bus au lieu du train. Je sais pas si c'est plus écologique. Je suis pas Le sûre. train reste ce qu'il y a de plus écolo, Ouais, clairement. bah, Après, tu vois, finalement, le fait que tu aies déménagé pour faire moins de trajets, on va dire, pour tes entraînements, la raison première n'est pas oui, l'écologie, ouais, mais ça apporte tu consommes moins enfin, tu prends moins ta voiture, j'imagine et tu fais des trajets beaucoup moins longs, quoi. ouais, c'est sûr. Donc tu as la raison économique, peut-être de facilité aussi, mais ça devient une mesure écologique, si on peut dire appeler ça comme ça. Comme tout ce qui est d'occasion, hein, tu en as parlé avant, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. L'intérêt premier, c'est l'économie que tu peux faire en achetant quelque chose d'occasion et puis, ça a un enjeu écologique parce que ça va éviter de refabriquer, de un objet que tu vas acheter donc voilà, tu fais d'une pierre deux coups. Ce qui est souvent la plupart du temps le cas heureusement, écologie rime avec économie donc Ouais, c'est l'un des arguments où j'ai l'impression que peu de gens le comprennent que finalement, quand tu essayes d'avoir une démarche écologique, finalement tu vas gagner de l'argent, tu vas faire des économies. Alors certes, il y a des efforts à faire, mais je les trouve pas si grands que ça les efforts finalement, une fois que tu es dedans. Mais à part pour l'avion et le train, où là, du coup, être écologique n'est pas le la n'a pas d'avantage économique, mais je voulais dire un truc, mais j'ai oublié et je vais encore pas le couper ça, parce que pour une fois que c'est moi qui oublie ou quelque chose, au pire, c'est pas grave. Il y a pas de souci. Du coup, on peut passer au sujet entre guillemets «primordial» de ce podcast. C'est, on voit de plus en plus sur les sites d'agences et d'entreprises des notions écologiques qu'ils mettent en avant, comme si c'était entre guillemets «la mode», comme c'est un sujet du moment. Il y a pas mal de greenwashing dedans et j'aimerais savoir, donc toi Nicolas qui est, assez sensibilisé là-dedans, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les enjeux écologiques au niveau des agences et des entreprises en général? Parce qu'on en entend parler, mais on peut pas différencier ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, l'impact que ça a exactement et cetera. alors si on parle, des entreprises d'une manière générale, évidemment que, il y a, les entreprises ont un impact sur l'environnement, tout comme, les êtres humains, en ont. Si on parle des agences digitales, heu, c'est, on va dire ce que produisent les agences digitales, c'est-à-dire des logiciels, ont un impact évidemment, direct en fait sur l'écologie parce que le numérique a un impact sur l'écologie. Oui. Donc heu, on peut-être, refaire un peu l'histoire là-dessus, mais on a longtemps pensé que, le numérique, le cloud, c'était totalement virtuel alors que, ça n'a rien de virtuel. C'est voilà, pour stocker, tout ce qu'on voilà, toutes nos photos, tous nos documents, tous nos mails, et tous les logiciels qui tournent, on a besoin de machines physiques, on a besoin d'ordinateurs, on a besoin de serveurs, on a besoin de câbles. Il y a toujours un gros ordinateur qui tourne quelque part. Voilà et Les gens se rendent pas compte de ça, je pense, hein. bah, ils s'en en tout cas, je pense qu'ils s'en rendent de plus en plus compte parce qu'on en entend beaucoup plus parler. La pollution du numérique commence un petit peu à être abordée, dans les on va dire, dans le débat qu'on peut entendre, aussi, à la télé donc voilà, les gens commencent à être conscients de ça, mais c'est une évidence. Voilà, il faut du matériel pour stocker tout ça, il faut de l'électricité, il faut des câbles donc voilà, ça a un réel impact. Et l'impact, principal du numérique, c'est la fabrication des devices, donc la fabrication des ordinateurs, la fabrication du matériel. Donc que ce soit les serveurs, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones portables, les télés.
Et voilà, tout ce qui a des écrans et tout ce qui est numérique, en fait, a un coût de fabrication qui est énorme. Donc quand on parle de pollution du numérique, les 3/4 en fait, vient de la fabrication des appareils. Voilà, parce que je prends un exemple, hein, pour fabriquer un ordinateur, il faut, énormément de matières premières. Un ordinateur qui fait peut-être 2 kilos, on va avoir besoin de 200 kilos de matière et on va avoir besoin d'une tonne et demie d'eau, en fait, pour fabriquer, l'ordinateur. Donc ça a un impact écologique énorme. Ça aussi, hein, même si ça sort peut-être un peu du sujet du jour, ça a aussi un impact social énorme parce que, les ordinateurs, les téléphones ont besoin de certaines, matières, rares, hein, qu'on trouve que dans certains pays, notamment en Afrique, où, les conditions d'extraction, en fait, dans les mines de ces métaux sont épouvantables. Ça génère des conflits armés, enfin voilà, donc il y a énormément de on va dire d'enjeux sociaux qui tournent autour du numérique. Voilà, donc nous, en tant qu'agence, comme on fabrique des logiciels qui sont hébergés sur des matériels, on a forcément un impact direct dans ce qu'on produit pour nos clients. Et ben, on sait qu'on a un impact écologique, donc on peut réduire cet impact écologique en faisant nos logiciels de manière différente. Voilà un petit peu, de quelle manière les agences peuvent agir, en faveur d'un impact écologique moindre. Et les choix qu'on fait aussi au niveau de nos fournisseurs, alors principalement de l'hébergement. Parce que comme tu dis, la pollution, on va dire, vient majoritairement de la fabrication des objets, mais on aura beau optimiser au maximum un logiciel ou un site internet, ça compensera pas comment dire? Toute la pollution qui a été créée, on va dire, par un nouveau serveur, ou même l'achat d'une nouvelle machine. Parce que aussi, dans l'agence, l'achat de nouvelles machines, bah, c'est une démarche qu'il faut surveiller parce que, bah, la fabrication d'une machine, neuve, bah, ça fait polluer, finalement. Ça augmente notre pollution, on va dire. C'est là qu'intervient le reconditionné ou des choses comme ça, mais Donc tu as raison effectivement, hein, l'impact il est aussi sur, la manière dont on gère les matériels qu'on utilise, hein, donc, notamment les ordinateurs portables ou les Mac, hein, et les téléphones. Plus on va, garder un appareil longtemps et mieux ce sera parce qu'on va éviter d'en acheter un et donc d'en faire fabriquer un d'autre. Donc, il y a un réel enjeu là-dessus et on remarque que c'est tout à fait possible parce que les raisons pour lesquelles on change d'ordinateur sont pas forcément toujours les bonnes. On se dit: «Ouais, il est un peu lent» ou voilà, j'ai juste envie d'avoir une machine un petit peu plus puissante alors que, avec, du nettoyage, un peu d'optimisation, ce que tu fais, hein, Alexis, ici, voilà, on se rend compte qu'on peut largement, augmenter la durée de vie du matériel qu'on utilise et faire le après bon choix au début aussi. faire le bon choix au début, exactement, exactement. Il y a notamment aussi tout ce qui est réparabilité, hein, qui arrive beaucoup, voilà, on impose maintenant aux fabricants voilà, un indice enfin, en tout cas, on note les devices avec un indice de réparabilité, ce qui incite, en fait, les fabricants à fabriquer des devices qui sont réparables, voilà, où, on n'est pas obligé d'acheter un nouvel appareil, à peine, la batterie, fonctionne un petit peu moins bien. Et pour revenir sur les impacts, des agences, plus on va faire des logiciels qui sont légers et qui sont faits d'une certaine manière, plus on va, faire en sorte qu'ils puissent tourner du matériel qui est ancien. Donc, par exemple, si on fait une application mobile, on va faire en sorte que l'application mobile puisse fonctionner sur des appareils qui sont, moins puissants, plus anciens, ce qui va inciter les gens à ne pas changer d'appareil ou à ne pas être obligés, en fait, de changer d'appareil parce qu'ils ont l'impression que leur appareil, n'est plus compatible, est trop vieux, est trop lent, en fait, voilà. Donc on va essayer d'éviter de rendre les appareils obsolètes, pardon, en faisant des logiciels qui sont plus légers, qui sont plus performants et qui tournent sur du matériel plus ancien. Et comment ça se met en place tous ces éléments-là? Est-ce que c'est long à mettre en place? Est-ce que ça demande beaucoup de modifications ou est-ce que c'est des petites choses à droite à gauche? Alors, il y a, comment dire? Une certaine éducation aussi de nos clients, Ouais. qui, il faut comment dire? Les inciter à ce que, on développe pas des choses de manière inutile. Si on sait qu'une fonctionnalité va être utilisée que, par 5 des utilisateurs, par exemple, et une fois tous les mois. Est-ce que ça sert à quelque chose de la développer et donc de la stocker quelque part et d'avoir besoin d'hébergement, en fait, pour qu'elle fonctionne? Donc il faut,
dire au client: «Bah, voilà, est-ce qu'il vaut mieux pas éviter de simplement, développer cette fonctionnalité? Ça va vous revenir moins cher, on va consommer moins d'hébergement et en plus, ça aura un impact positif sur la planète». Donc là, on rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant, ça a un impact économique et écologique pour le client. Souvent, c'est l'impact économique, en fait, Oui. qui va être le plus pertinent, hein, auprès de nos clients. Mais voilà, on en profite aussi pour indiquer que ça a un impact écologique. Certains clients ont plus cette fibre-là que d'autres. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'on peut agir notamment. Et ouais, parce que du coup, là, on parle essentiellement des agences digitales, comme on est, mais du coup, on va dire c'est assez simple. Les axes écologiques sont assez clairs et il y en a très peu, il y en a 1 ou 2, enfin, avec le matériel et globalement. Alors que si on prend les entreprises en général, bah, il y a beaucoup plus d'autres questions de les entreprises qui ont une flotte de voitures. Bah, du coup, est-ce qu'on les remplace par l'électrique ou pas? Est-ce que les entreprises de transport, avec des camions, comment, on s'inscrit dans une démarche écologique là-dedans? Enfin, il y a nous, on a la chance d'avoir pas finalement, pas énormément d'axes, sur lesquels se concentrer. Donc ça va. On est assez tranquille là-dessus, mais l'écologie dans les entreprises, ça si tu prends vraiment toutes les entreprises, il y a tu peux y passer, des années, à essayer d'améliorer les choses, une à une parce que, je sais pas, j'imagine un groupe comme EDF, s'il faut changer tous les ordinateurs, c'est pas la même chose qu'ici où on va changer, 20 ordi, d'un coup. Ce que chose qu'on ne fait pas, mais c'est il y a aussi les tailles d'entreprise où, il y a des entreprises dans des dimensions, chez Apple, je sais pas comment ils font pour être écologiques. Enfin, du coup, ça, tu vois, c'est même, alors ils ont beau avoir un QG avec, des panneaux solaires, tout autour sur tout le toit, mais il y a beaucoup de choses à faire pour pas mal d'entreprises et du coup, nous, ça va, on a le digital, on a un ou 2 sujets et faut y aller un peu à fond dedans et même essayer de faire bouger les choses parce que, par exemple, les hébergements, bah, les data centers, alors ça consomme à la fabrication, mais la consommation d'électricité aussi, est importante. C'est Facebook, je crois, qu'ils font des data centers en Alaska ou en Sibérie parce que, du coup, ils ont moins besoin de refroidir, parce que, c'est froid OK. Oh punaise. et du coup, ça leur fait des économies et du coup alors, ils disent que c'est une démarche écologique, mais c'est surtout une démarche économique de base pour eux. Mais par exemple, faire changer les hébergeurs aussi, parce que du coup, on ne se fait pas héberger chez Amazon ou des choses comme ça, donc des plus petits hébergeurs qui ont moins de moyens pour faire les changements, c'est un peu plus compliqué et à trouver aussi parce qu'il y a je sais pas combien de normes, différentes pour les hébergements, qu'il faut respecter, heu et du coup, il y a plein de choses comme ça à faire changer. Parce qu'il n'y a pas que nous, enfin, on n'est pas responsable de tout de toute notre empreinte carbone, on va dire et qu'il faut agir sur, nos fournisseurs et les gens qu'on fournit, enfin les clients aussi pour, aller dans le bon sens. Et oui, oui, mais comme tu dis, il y a des entreprises pour qui c'est un peu plus compliqué et certaines vont devoir changer de modèle, clairement. Il y a déjà des choses qui se mettent en place ou en tout cas on va dire des tendances qui commencent à arriver. Je prends un exemple. Si je prends une entreprise comme Darty, par exemple, qui vend, on va dire des lave-vaisselle, des lave-linge et puis, des produits numériques, des télés. Ben, jusqu'à pas si longtemps, leur business numéro un, c'était de vendre le maximum, en fait, de produits. Donc finalement, le fait qu'il puisse y avoir des produits qui sont obsolètes au bout de quelques années, ça pouvait être à leur avantage parce qu'ils allaient vendre de plus en plus de produits. Donc l'idée maintenant, c'est plutôt que de souhaiter vendre, le maximum de produits, c'est de faire en sorte de proposer du service autour des produits qu'ils vendent, voire par exemple, de pratiquer de la location, de machines à laver. Si maintenant Darty, ne me vend plus une machine à laver, mais me loue une machine à laver, OK, eux, ils vont avoir un intérêt que cette machine à laver, elle dure le plus longtemps possible parce qu'une fois qu'ils vont la récupérer chez moi, si j'en veux plus, ben, ils vont vouloir la réparer potentiellement et la louer le plus longtemps possible à d'autres personnes. Voilà, donc il y a un changement de modèle, à mettre en place pour que, les entreprises soient aussi actrices et ne soient pas,
obligé de vendre des objets, mais peut-être vendre du service autour des objets. C'est intéressant. Ah, franchement, Ça a un nom, je crois, parce je sais que plus comment ça s'appelle, je crois que c'est l'économie de la fonctionnalité, je crois que ça s'appelle, je sais plus, Ouais, mais il y avait, j'avais regardé une vidéo d'une chaîne YouTube qui est très intéressante, qui s'appelle, Stupid Economics, qui ont fait des projections de quelle serait la ville idéale, on va dire, dans le futur. Parce que alors évidemment, on vit tous dans des villes différentes, il y a des gens qui ont besoin de la voiture, d'autres non. Enfin, on a des métiers différents, il y en a qui peuvent pas être en télétravail, il y en a qui peuvent et cetera. Et du coup, ils ont essayé de réfléchir à comment réorganiser la ville, on va dire, pour être le plus écologique possible, ou en tout cas de réduire l'impact assez fortement, puisque actuellement les villes, c'est, un centre-ville, tu as la périphérie urbaine, de, maisons familiales, on va dire, pour parquer les gens, la zone commerciale, puis, la zone, industrielle et cetera qui sont, vraiment séparées et bon, si tu veux aller faire tes courses, il faut aller au supermarché, quoi. Du coup, est-ce qu'il faut prendre ta voiture, faut faire machin et cetera, donc est-ce que c la solution passe par la livraison, genre comme il y a maintenant, c'est Auchan qui fait avec les Auchan piétons où tu te fais livrer dans des petits, endroits au centre, proche du centre-ville pour aller récupérer tes courses et cetera, ou te faire livrer directement chez toi, par exemple, ou faire plus des points qui servent juste pour la livraison et tu viens chercher tes objets, mais tous tes objets d'un coup. Enfin, il y a pas mal de réflexions, sur la réorganisation d'une ville et de, comment ça marche actuellement. Puisque, actuellement, tout est centré sur la voiture, un peu le modèle américain où, c'est, bon, bah, j'allais dire et encore, ta maison elle est ça a comparé. ta maison et la maison et le jardin, en dehors du centre-ville et après, c'est la voiture pour aller, faire tes courses, la voiture pour aller au boulot, la voiture pour, tout, quoi. Et même, maintenant, enfin, en France, c'est quand même assez rare qu'il y ait des centres-villes assez développés pour le vélo, la marche à pied, comme on a la chance à Strasbourg quand même, et il y a assez peu de villes qui sont développées pour ça, mais et du coup, alors il y a plein de réflexions par rapport à ça, pas qu'au niveau des entreprises, mais finalement, oui, au niveau de l'organisation de la société aussi, hein. Ouais, j'ai vu, c'est à Paris, il y a pas longtemps, qu'ils ont refait pas mal de pistes cyclables. Justement, il y a de plus en plus de personnes en vélo, mais c'est vrai que quand on se balade à Paris et qu'on voit toutes les voitures, on se dit: «Mais comment c'est possible?» Bah, surtout que cette ville n'est pas du tout faite pour les voitures. Mmh. Bah, c'est un Pour les vélos non plus, pour les vélos, ça a été fait pour les ça voitures. commence, ouais, c'est ça, ça commence, ils se sont peut-être un petit peu remis en question. Et le dernier sujet qu'on devait voir, c'est, le label NR. C'est un label, il me semble, qui a été, remis à Adipso, c'est ça? Ouais, donc alors c'est, la concrétisation d'une démarche, qu'on a entrepris, chez Adipso depuis, allez, on va dire 2 années à peu près. Hem, où l'idée effectivement, c'était de faire en sorte que, ce qu'on produit comme logiciel soit plus écologique. On a commencé avec, voilà, ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que, voilà, les sites web, les applications mobiles, les sites e-commerce et les applications web qu'on développe soient, plus performantes, hein, globalement, moins gourmandes en ressources, pour qu'elles utilisent moins de ressources serveurs et donc qu'elles aient un impact, plus réduit sur l'environnement. Donc, voilà, on a commencé à lire des livres un petit peu voilà, sur ce sujet-là et à, amener ces pratiques-là au sein de la DIPSO. Voilà, en sensibilisant les développeurs, les chefs de projet, les designers, du groupe et voilà, en leur expliquant ce que c'était l'éco-conception et comment est-ce qu'on mettait ça en place. Voilà, donc on a amené ça, au fur et à mesure et il y a effectivement un label qui s'appelle Numérique Responsable qui est délivré par l'agence Lucie, hein, qui est une agence parisienne, qui permet, d'attester en fait que, les entreprises, alors pas uniquement les entreprises digitales, mais, toutes les entreprises en fait, sont engagées dans une démarche, de numérique responsable. Voilà, donc il y a 2 niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Donc le niveau 2 qui est globalement plus exigeant et plus engageant et sur lequel on s'est lancé, il y a, maintenant plus d'1 an et qu'on a obtenu, au mois d'août. OK, félicitations.
Je dis «on», hein, parce que, on a travaillé dessus avec Alexis, hein, tout au long de cette année, Un hein. an, oui. Et donc, voilà, ça vient un petit peu, valider ce qu'on a fait jusque-là. Ça nous demande aussi de nous engager, hein, sur les 3 prochaines années sur un certain nombre de critères, d'indicateurs, d'objectifs, hein, pour aller plus loin encore dans cette démarche numérique responsable. Et puis voilà, ça nous permet de voilà, ça nous a guidés aussi un petit peu vers là où on devait aller. Comment est-ce qu'on implique, voilà, la direction? Comment est-ce qu'on implique l'ensemble des collaborateurs? Comment est-ce qu'on implique aussi les parties prenantes? Donc, pas uniquement les gens en interne, mais les clients, les fournisseurs, les partenaires. Comment est-ce qu'on arrive à créer un cercle vertueux, de numérique responsable aussi autour d'Alypso? Voilà, donc voilà, on en est là. On a obtenu le label et maintenant comment dire? On a une feuille de route sur les 3 prochaines années avec, des objectifs à atteindre. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez que je décrive un petit peu ou tu veux le faire, Alexis, la démarche en fait, Heu qui nous a enfin en tout cas, quelles sont les différentes étapes pour obtenir ce label? ouais, alors déjà comme tu disais, c'est pas un label qu'on a, à vie. C'est, on l'a que pour 3 ans et que du coup dans 3 ans on sera réaudité finalement, par rapport aux points qu'on a déjà validés, on va dire, si on les fait encore et par rapport aux engagements sur lesquels on s'est positionné, pour savoir si on les a réalisés ou pas. Parce qu'il y a une matrice, je vous épargne les détails, mais il y a plusieurs points précis qui s'appellent des principes d'action, si je dis pas de bêtises, sur lesquels on doit valider plus ou moins, certaines choses. Mais globalement, comment ça s'est passé? Déjà, on s'est engagé dans la démarche, puisque du coup, il faut s'engager auprès de l'agence Lucie et d'un service d'audit aussi qui était, extérieur. Heu, La formation? j'ai suivi une formation de 3 jours, si je dis pas de bêtises, du coup, sur le label numérique responsable et le numérique responsable, on va dire de manière, générale. À partir de là, du coup, j'ai validé la formation à la fin quand même. À partir de là, on a dû faire mmh, un 1er audit, interne, on va dire, où c'est nous qui mettons les points, enfin, Une auto-évaluation. ouais, une auto-évaluation. OK. Il y a on a, je sais pas combien de lignes à valider et on dit, ça on le maîtrise pas, ça c'est en cours, je ne sais plus les termes exacts. Globalement, c'est, oui, non ou peut-être. Et à partir de là, de cette auto-évaluation, on s'est fait auditer, du coup, par une personne pendant toute une journée. Donc qui est venue à l'agence et on avait envoyé des documents, mais du coup, c'est toujours mieux d'être en présentiel parce que la personne avait des questions à poser sur, certains documents et même, il y a des choses qu'on fait qui nous paraissent très claires, quand on le dit comme ça, mais si c'est une personne extérieure, elle ne comprend pas du tout, pourquoi on a ce document-là ou pourquoi on fait ça de telle façon. Et du coup, la personne de l'audit fait un rapport, nous donne finalement le nombre de points qu'on a, donc c'est elle qui détermine le nombre de points qu'on avait. Il fallait avoir 500 points sur 1000 points sur 1000, ouais, possible. pour avoir le niveau 2. On en a eu 600 et quelques, je crois. L'audit nous a rajouté des points par rapport à l'auto-évaluation qu'on avait fait. Ouais, il trouvait qu'on avait été sévère avec nous-mêmes, sur certains critères et donc il a réévalué, certaines notes, sur certains points. Ce qui fait qu'on a obtenu, plus de points, à la fin. Voilà, et donc bonne nouvelle. Et à partir de là, ça ne veut pas dire qu'on a le label puisque, une fois que le résultat est donné, du coup, justement, il donne cette matrice de, est-ce qu'on a validé tel plan d'action ou pas? Est-ce que le plan d'action est important ou essentiel? Donc, ça nous fait 9 belles cases, du vert au rouge, à savoir. Et du coup, il a fallu qu'on fasse des engagements sur, alors normalement les principes d'action où soit on n'a rien fait, soit on ne faisait actuellement rien dessus. Donc, tout ce qui était dans le rouge quoi, Ouais. dans le rouge et dans le noir. Et tout ça est passé, devant un comité de labellisation pour savoir si, enfin, et du coup ce comité devait rendre leur réponse de, bah, est-ce que l'audit il était pas trop discutable parce que du coup c'est un auditeur qui le fait, mais est-ce que nos engagements correspondent aux résultats de l'audit? Est-ce qu'ils sont cohérents?
Est-ce qu'ils sont faisables? Parce que, on pourrait faire, 25 000 engagements, sur 3 ans, et c'est, pas forcément faisable. Est-ce que on va dire la chronologie de nos engagements, parce que du coup on devait les dater de, fin 2024, on aura avancé sur telle et telle chose, fin 2025 et cetera. Enfin, on peut mettre, plusieurs dates comme ça et du coup, on a eu un petit retour parce que du coup, il fallait éclaircir quelques engagements du comité, mais finalement, je sais pas si on peut appeler ça en deuxième session, mais une fois qu'on avait, donné un peu plus d'informations sur certains engagements, sur lesquels ils se posaient des questions, et bah, du coup, on a eu le label et du coup, à partir de là, bah, c'est parti pour les engagements et il faut les faire parce que si on les fait pas, bah, on se fera taper sur les doigts, Là, on a déjà une évaluation intermédiaire au bout de 18 mois, ouais, à la moitié. OK. voilà, pour savoir, bah, si on a tenu nos engagements jusque-là. Et puis, voilà, et puis dans 3 ans, voilà, on repasse pour le renouvellement. Mais en tout cas, voilà, première échéance, c'est début 2026, pour nous. Yes. Bon, ça a l'air d'être un travail de longue durée quand même, de ce que vous me dites. Je pense que le premier travail était compliqué à faire il y avait pas mal de choses qu'on faisait, mais qui étaient pas explicitées, enfin, où il y avait pas documenté en tout cas. Ouais, il fallait apporter la preuve, en fait. OK. Tu vois, tu dis, par exemple, bah, oui, tes équipes, elles sont formées à l'éco-conception. Bon, bah, comment est-ce que tu prouves que tes équipes sont formées à l'éco-conception? OK. Voilà, donc, bah, je sais pas, ça peut être des comptes rendus de réunion, ça peut être, une présentation, des slides que tu as présentés, voilà. Est-ce que Ouais est-ce que et le fait que j'optimise des ordinateurs, quand, quelqu'un a un problème et cetera, bah, je peux le dire comme ça, mais, et comment est-ce que on le prouve que je fais ça? Les Tunga Tunga écologiques qu'on a fait, bah, comment tu peux prouver que tu as ça? Parce que c'est bien beau d'avoir mis des temps dans l'agenda, mais, ça veut pas dire grand-chose. Et plein de choses comme ça qui étaient, c'est plutôt de la recherche et de la documentation de ce qu'on faisait déjà, plutôt que de faire les choses finalement. Oui, C'était plus ça qui était de ce que je comprends, il y a pas eu énormément de changements dans les process qui étaient déjà en place, c'est ça? bah, c'était pour l'auto-évaluation, donc c'était pas le moment de faire des changements. OK. C'est plus les engagements qui vont nous amener à changer certaines choses, et à créer de nouveaux process, nouvelles choses. Enfin, je sais pas ce que ouais, c'est ça. OK. on s'est réparti le travail avec Nico, du coup, on a des Ouais, on a chaque plusieurs occupent chacun de parties, on va dire, différentes. Parmi les engagements, notamment, Alexis doit s'occuper de, on va dire, qualifier, tous nos fournisseurs. Voilà, de s'assurer que, ben, nos fournisseurs, ils aient aussi une démarche numérique responsable et D'accord. qui nous donnent la preuve, en fait, que, ils ont une démarche engagée, voire, changer de fournisseur si on se rend compte que certains de nos fournisseurs sont réticents à ça. OK. Donc ça fait partie des engagements. Il y a d'autres engagements sur le fait qu'on doit communiquer beaucoup plus autour, du numérique responsable. Voilà, on communique pas pour l'instant dessus. C'était plutôt quelque chose qu'on faisait en interne. On en discutait en one to one avec nos clients, mais on n'en parlait pas sur notre site web. Nos offres commerciales, ne le mentionnaient pas. Ouais. Voilà, donc maintenant, il faut aussi qu'on fasse apparaître, en fait, cette démarche-là et notre engagement sur tous les supports de communication qu'on fait. On doit s'engager aussi à faire, par exemple, un webinaire où on veut traiter du numérique responsable, où il faut, bah, qu'on invite, des parties prenantes. Voilà, donc il faut qu'on soit plus actif, plus acteur, en fait, du numérique responsable autour de nous. et cet épisode de podcast est un des engagements qu'on avait pris et enfin et dans un des engagements. Pourquoi je suis pas au courant? C'est une manière de communiquer sur le numérique. Merci Tina pour ta contribution, Avec plaisir. aux engagements d'Adipso. Cet épisode est un des livrables d'un des engagements. Bah voilà. Ouais et voilà, c'est fait et vas-y, Non, non, bah après, vas-y, je t'en prie. parce que du coup, on pense que le label numérique responsable était aussi, centré sur l'écologie, mais du coup, on a découvert un peu au fur et à mesure avec l'audit que, le numérique responsable ne veut pas juste dire de l'écologie. Il y a, comme tu as, mentionné plus tôt, le social, donc, avoir des fournisseurs qui, même eux, ne se fournissent pas chez des personnes qui vont, acheter, des choses qui vont où, les
où c'est fabriqué dans des conditions sociales, très peu éthiques, on va dire. Mmh. Et il y a aussi la protection des données qui rentre en jeu, donc tout ce qui est, RGPD et cetera et l'accessibilité aussi pour les personnes. Donc c'est le numérique responsable dans sa globalité, on va dire. Absolument. C'est pas que l'écologie, quoi. Faire en sorte aussi que, ben, l'ensemble des personnes, voilà, quand on met un nouveau produit, par exemple une application mobile sur le marché, est-ce qu'elle est, aussi accessible pour des personnes qui sont, dans des zones qui sont pas très bien couvertes en termes de réseau ou, des personnes qui ont ben, évidemment un vieux téléphone et qui ont pas le moyen de s'en acheter un plus récent. Donc voilà, n'exclure personne en fait globalement dans le Ouais. dans le le travail qu'on fait, Ouais, donc au final, c'est plus ou moins trouver des «clients» entre guillemets qui ont les mêmes valeurs que nous, à ce niveau-là, quoi. si on peut. C'est C'est l'idéal, Et c'est l'idéal. trouver ou les faire aller vers cette, Ouais, les sensibiliser. ces sensibilités parce que, par exemple, il va comme le RGPD, maintenant, il va y avoir une loi en 2025 qui va passer où tous les sites vont être accessibles, pas que les sites, d'administration et du service public. Donc là, au bout d'un moment, ils n'auront pas le choix pour ça, par exemple et du coup, il faut mettre des choses en place de notre côté pour qu'on puisse, le faire facilement, quoi. Je rebondis sur quelque chose, là que tu viens de dire. Moi, j'étais là, en début d'année à une journée à Paris qui avait été organisée par l'association Les Designers Éthiques, où effectivement on a travaillé sur, quelles sont, on va dire les dernières tendances du numérique responsable et de l'éco-conception et eux, donc ce sont des personnes qui sont très pointues, hein, dans ce qu'elles font et très engagées dans le numérique responsable et elles disaient que, les rôles des agences comme nous, c'est pas uniquement de faire des logiciels qui consomment moins en fait, c'est, effectivement d'inclure, toute cette partie sociale, voire de challenger en fait les chefs d'entreprise ou les dirigeants qu'on a en face de nous et qui veulent faire un projet. Si on considère que le projet, il va pas dans un sens responsable, de manière générale, on doit être capable de les challenger et de leur dire, ben: «Ce que vous faites, ça va pas dans le bon sens, changez votre modèle». Voire ne pas travailler avec des clients qui sont, comme tu le disais, qui partagent pas les mêmes valeurs. OK. Eux, ils pensent vraiment que la responsabilité des entreprises, digitales comme nous, c'est d'aller beaucoup plus loin, en fait, que juste l'éco-conception. J'ai trouvé ça très intéressant et je pense que, voilà, globalement, l'entreprise doit avoir un rôle à jouer dans l'écologie et dans le numérique responsable ou dans le responsable, hein, de manière générale. Il y a, un certain nombre de choses qui vont arriver dans les prochaines années, notamment sur, voilà, les entreprises. Pour l'instant, les grandes entreprises, mais ça va descendre, au fur et à mesure des années, vont devoir justifier, en fait, de leur bilan carbone et de tout l'impact qu'ils ont. Donc ça va arriver, hein, ça va être comment dire? Des obligations légales, en fait, pour les entreprises de montrer patte blanche, en fait, sur en tout cas de publier, leur impact, en fait, sur la planète qui pourra devenir un jour un critère de choix pour les consommateurs de dire: «Bah, moi, j'ai pas envie de travailler avec cette entreprise parce qu'elle a un bilan carbone trop important». OK. Donc je pense qu'on est un tout petit peu, entre guillemets, «en avance» chez Adypso par rapport à ça, mais ça va arriver, ça va être une obligation bientôt pour toutes les entreprises. Bah, pour toutes les entreprises, préparez-vous, hein. Ça arrive, attention. Oui, il y a pas mal de sujets, enfin, comme tu disais, où c'est le légal, on va dire, qui va amener certaines enfin, les entreprises les plus réticentes ou alors les plus en retard à devoir se conformer à ça. Mais, si tu arrives à prendre de l'avance déjà maintenant et à entamer cette démarche, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème et justement, on doit pas avoir juste un rôle de prestataire de: «Ah bah, le client il veut ça, on fait ça», quoi. On doit être, Ouais. on doit conseiller, on doit être, proactif dans, justement cette démarche et le fait d'avoir le label nous valide encore plus et nous légitimise encore plus sur le fait de: «Ah bah, ça c'est pas très éthique ce que vous faites» ou «C'est pas, heu, ça va pas dans la bonne direction ce que le projet que vous voulez faire. Est-ce qu'on peut pas juste le revoir?» Parce que c'est pas forcément de dire non, directement, au client, mais, il y a peut-être juste des choses à changer, comme il y a des fois les clients qui veulent toute leur liste de produits sur la page d'accueil. Est-ce que ça, c'est pas une mauvaise idée de base? Enfin, il y a plein de petites choses qui peuvent être,
modifier et sur lequel on doit être proactif, plutôt que juste, subir et après se dire: «Ah bah oui, mais c'est pas de notre faute, c'est le client qui a demandé, quoi». Ouais, ouais, c'est sûr. Et bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose, d'important qu'il n'a pas dit? Non? Bon, bah, très heureux d'avoir pu, échanger sur ce sujet-là avec vous et puis, j'espère que ça va, donner envie aux auditeurs de s'engager dans le numérique responsable et d'aller le plus loin possible dans cette voie. Moi aussi, je serais content que tout le monde, aille dans cette voie-là. Bah, merci Tina d'être, là aussi. Bah, avec plaisir. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Voilà. J'ai appris que Très heureuse, je vais transmettre maintenant. tu as appris que tu faisais partie d'un livrable pour un engagement. Exactement. Voilà. Non, mais j'ai appris plein de choses, j'ai eu une belle surprise pour, cette, check qui a été faite. Non, voilà et je vais essayer de transmettre comme je peux transmettre, bah, à tous les gens qui m'entourent, quoi. Et bah, merci de nous avoir écoutés. Pensez à nous suivre, sur Instagram et sur TikTok maintenant aussi. L'annonce sera faite, bientôt normalement. Enfin avant la sortie de cet épisode. Et bah, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao. Voilà. Yes. Waouh, Ibi. un bon sujet. C'est intéressant. Franchement, plein de trucs à dire.